votre avis par rapport au contrat, notamment, enfin, je travaille à l'hôpital, et il est parfois proposé aux anorexiques de prendre leur repas seuls dans leur chambre. Donc, si j'ai bien compris les propos de ce matin, il convient de ne pas tout centrer, enfin, de ne pas centrer la prise en charge essentiellement sur la nourriture, une fois qu'on a extrait, bien entendu, le risque vital. Et donc, moi, je me pose des questions par rapport au sens que peut avoir le fait de prendre un repas seul en chambre, sachant que ça singularise le patient par rapport au reste du groupe patient, d'une part, et que deuxièmement, il est souvent vécu comme punitif, voire persécutant. Voilà, tout dépend comment c'est fait et à quel moment. Tout ça, ce sont des outils. La séparation de la famille, le fait de leur faire prendre un repas en chambre, voire quelquefois de les laisser en chambre après le repas pour y ailleurs, mais bouclés avec la lavabo fermée pour pas qu'elles vomissent. Il y a un certain nombre de mesures de contraintes qui peuvent être prises. Il faut savoir pourquoi on le fait, quand on le fait, dans quel esprit on le fait. C'est des outils. Comme tout outil, peut être mal utilisé. On peut prendre un marteau et casser la table au lieu de la réparer. Mais en principe, c'est fait pour quand même enfoncer un clou ou une cheville de manière correcte. Bon. Donc les outils, c'est un outil possible. Il faut qu'on ait une palette d'outils. Je dirais que plus on en a, plus ça permet de ne pas être nous-mêmes débordés par l'inquiétude. Ça va très mal, continue à maigrir malgré les soins. On a une palette de réponses possibles. Bon. On la met en œuvre et on va voir. Et donc ça rassure tout le monde. Et si ça rassure tout le monde, ça va aussi rassurer à la patiente. Si c'est parce qu'on est paniqué et que tout d'un coup on l'enferme et qu'on lui dit on va te forcer à manger parce que si tu veux pas, on va te boucler, on t'ouvrira quelque temps. Ouais, la façon de le faire va compter. C'est bien pour ça que, de même que dans les règles éducatives, il est très difficile d'en donner des règles éducatives parce que la façon de faire va plus compter que ce qu'on fait. Comment vous le faites, avec quel esprit, quelle tonalité de voix, quel regard, ça change du tout au tout. La motivation, c'est bien pour ça que toutes les méthodes nouvelles, que ce soit en psychothérapie ou dans l'éducation nationale, elles marchent. Parce que quand elles sont nouvelles, d'abord c'est une ouverture par rapport à ce qui existe, c'est fait par des gens motivés, qui veulent montrer que ça marche et qui y croient. Évidemment, ça marche beaucoup plus que dès qu'on les généralise à tout le monde, où là on retombe sur des gens qui n'en ont rien à faire, qui l'appliquent mécaniquement, et qui nous dit tu manges pas, bon, on va te faire dans ta chambre, allez hop, et puis on te met là. Ça ne va pas marcher. Si elle sent que c'est pris dans une dynamique de soin, au sens profond du terme, c'est-à-dire d'intérêt pour elle, et de dire par exemple, quand elle mange, parce qu'il faut manger quand même avec une anorexique au cours du repas, hein, il faut voir ce que ça peut être. Ça peut vraiment vous dégoûter de manger vous-même pour un bon bout de temps. Vous les voyez prisonnières de tous ces rituels, de ces manies ou de ces mélanges invraisemblables qu'elles vont faire, de recrachouiller, de mâchouiller. Bon, il y en a qui supportent très mal. Si ça va centrer l'attention sur elles, et grâce à ça, elles vont avoir comme ça cette espèce de pouvoir, cette emprise sur l'environnement qui contribue à les enfermer davantage dans leur trouble parce que ça leur donne un moyen d'exister et d'une certaine façon de se valoriser, mais il vaut mieux qu'elles mangent dans leur chambre. Mais comment on le fait? Est-ce qu'elles sont accompagnées de temps du repas par quelqu'un qui reste avec elles pour discuter? Oui, tout dépend du moment et quand c'est fait. Ça dépend aussi de l'ambiance du service. Il y a des moments où les patients qu'on a vont faire qu'en effet, il faut que quelqu'un soit un peu extrait parce que ça va être négatif. Oui. Donc, je ne peux pas donner une réponse absolue. C'est un outil. Il faut garder des outils. Il faut apprendre à les utiliser avec comme règle générale, je crois, de comprendre que si on le fait, c'est pour permettre aux patients de se délivrer d'une contrainte. Et avec la tranquillité qu'à certains moments, oui, à certaines contraintes affectives, il faut répondre par des contraintes extérieures. Mais le faire sans sadisme, si on peut, en sachant pourquoi on le fait, et sans humiliation. Et où il y ait ce sentiment à la fois de fermeté et de souci, en leur expliquant d'ailleurs qu'actuellement, voilà, on pense que c'est préférable. Et que, bon, on ne veut pas discuter si elles vomissent ou elles ne vomissent pas, mais que, elles continuent à maigrir malgré le fait qu'elles mangent normalement. Il y a quelque chose qui se passe, alors qu'elles restent tranquilles, qu'elles se détendent un peu après le repas dans leur chambre, elles n'ont pas accès à l'eau, la fenêtre est fermée, et on va s'apercevoir qu'elles reprennent du poids, parce qu'elles sont plus moyennes. On ne va pas aller se dire, ah toi, hein, tu vomissais, on t'a coincé. Qu'est-ce que c'est? On n'a pas besoin de dire ça. On ne va pas discuter de ce qu'il y a besoin de faire. Ce qu'il nous faut, c'est qu'on ne s'enferme pas dans cette situation où à la fois tu manges et à la fois tu perds du poids. Là, il faut qu'on
en sorte, pour vous d'abord, et qu'on n'a pas besoin de vous humilier ou de vous coincer, de savoir si vous obéissez en disant le contraire ou pas. Puis on va voir. Vous voyez, c'est tout ça qu'il faut. Alors c'est vrai que quand on y est habitué, là où quand même pour ces patients, le fait d'être habitué dans les services facilite les choses par rapport aux services qui n'en voient que très peu et qui tout de suite sont tétanisés eux-mêmes, ont peur de ne pas bien faire et du coup se raidissent. Et c'est angoissant pour le patient qui en général va foncer dans des choses qui provoquent les soignants et les obliger à des choses comme ça. Mais si on les fait tranquillement, en sachant pourquoi et en disant c'est pour nous une façon d'être plus à l'aise, mais pourquoi pas, et puis on va juger comment ça évolue. Mais c'est pour ça que c'est très important de comprendre le sens de ce qu'on fait. On n'est plus dans, on va lire un bouquin, on dit bon, on fait ceci, on fait ça. Il faut que ce soit surtout dans ces troubles-là. C'est essentiel de dire quelle image on renvoie d'aide à la patiente et de notre attitude à la patiente. Et nous, quelle image on a de nous-mêmes quand on fait ceci. Il faut savoir pourquoi, en tant qu'homme, pas seulement en tant que soignant, on le fait. Et essayer d'être en accord. C'est pour ça que c'est si important, à mon avis, de discuter, on en a parlé à plusieurs fois, du sens de ce qu'on fait. Bon. C'est quelque chose qui manque actuellement beaucoup parce que voilà, on ne sait plus ce qui est légitime de faire. Si on fait quelque chose, il faut comprendre. Peut-être que d'autres feraient autrement, mais nous, on a besoin de passer par là. Et alors, c'est pas si grave d'être un peu à part pendant quelques temps. Et on sait que ces patientes, comme toujours, tous ceux qui ont des symptômes importants et dangereux, il faut pendant un temps s'en occuper. Et que c'est tout ça qui est important, qu'on soit plusieurs à s'en occuper. Nous, on n'a pas tellement parlé de ça là aujourd'hui, mais en général, c'est une prise en charge comment bipolaire, au moins avec un référent, et après des possibilités d'action. Je crois que c'est très important qu'en thérapie, par exemple, on ne soit pas parasité par le fait de savoir si elle vomit ou elle ne vomit pas, comment elle va, si elle est en danger, mais il y a quelqu'un qui suit ça par ailleurs. Et on s'occupe justement de toute autre chose. C'est-à-dire on n'ignore pas le piège physiologique et psychologique que représente le symptôme, mais on peut le déléguer à quelqu'un qui surveille le poids, qui s'en occupe, etc. C'est là où le réseau est très important pour comprendre dans quel sens on le fait, parce que si on le fait en antinomie, en disant c'est ça, vous êtes en psychothérapie, c'est facile, là vous êtes, bon, c'est du temps perdu, vous êtes là les plus sur une chaise en train de parler ou pas parler, et puis voilà, nous, c'est nous qui nous occupons du vrai travail, là. Alors c'est sûr que ça va créer des problèmes. Si on dit voilà, il y a un espace pour parler de vous en tant que personne et tout cela. Et puis il y a un endroit où, en effet, on veut prendre soin parce que, encore une fois, c'est l'image, vous le valez bien. Encore une fois, ne laissons pas à L'Oréal le soin de dire ça. Les publicitaires ayant très bien compris, ils disent que c'est une problématique d'actualité à un moment où il y a un patchwork de valeurs, ce qui est une chance, ce qui est un risque. Comme le disait Daniel Kuhn ce matin, c'est aussi une chance, c'est une ouverture. Bon, mais il y a une quête actuellement de tout le monde de dire mais quelle valeur j'ai. Parce que les publicistes sont très bien sentis. Vous le valez bien, madame. Alors on attend qu'ils disent monsieur aussi, mais ça viendra quand même. Mais pour le moment, vous le valez bien, madame. Alors si je le vaux bien, là, je vais acheter toutes les crèmes. Alors on en plaisante, mais c'est quelque chose de très profond. Hein. C'est la grande question à l'heure actuelle. Je pense qu'au travail, par exemple, quand on parle des suicides, c'est le grand problème. C'est-à-dire, quelle représentation on a de nous? Est-ce qu'on vaut quelque chose ou pas? Il n'y a plus des repères qui étaient là, qui jouaient, des repères de classe, ou des repères idéologiques, ou des repères de croyances. Alors, si je ne vaux rien, mais qu'est-ce qui reste? Comment je vais exister? Et c'est ça que c'est très important, en effet, de dire oui, et de savoir qu'on le fait, c'est parce que oui, ils valent la peine, ils valent bien, qu'on prenne du temps pour s'occuper d'eux, et quelquefois pour les boucler. Parce qu'on ne veut pas qu'ils s'abîment de trop. Et ça, il faut savoir pourquoi on le fait. Et puis après, tout ça, il y a tout ce travail qu'on a vu cet après-midi, avec les différentes façons de l'aborder, de redonner vie à ce regard sur eux-mêmes, qui devient un regard positif. Et vous avez, je profite pour le dire, parce que j'ai beaucoup apprécié, enfin, d'autant plus que ça renvoyait à des choses qui sont importantes à mes yeux, on ne peut pas y échapper, c'était de dire, elles sont en guerre. C'est-à-dire, c'est la peur qui est derrière tout ça. C'est plus un problème de désir. C'est un problème essentiellement de peur, de menace. Elles se sentent menacées. Bon. Et je dirais que pour l'essentiel des troubles psychiatriques, c'est une menace sur notre territoire. Voilà. On se sent menacé. Et ce qui est terrible, c'est que souvent, on ne sait même pas par quoi. Mais c'est encore plus angoissant. Ou c'est
ça nous renvoie à nos contradictions. On a envie d'une chose et d'une autre en même temps. Ça, c'est impossible. On s'occupe de nous, et surtout plus que maman s'occupe de nous. Alors, bon, qu'est-ce qu'il nous reste? Bon. Donc, ce sentiment de menace a bien été souligné. Et que quand on est en menace, ben oui, on se rigidifie, on se cramponne, comme l'enfant qui a peur et qui se cramponne à sa mère. La menace conduit toujours à un cramponnement. Et on ne peut pas penser, on ne peut pas symboliser, on ne peut pas sortir de la lexithymie si vous êtes suspendu à un fil avec la crainte de tomber dans le précipice. Et dès que vous êtes sécurisé, eh bien vous voyez que des processus de symbolisation, de pensée, c'est la sécurité, à mon avis, qui apporte ça. La possibilité de reparler. Alors les moyens de sécurisation, ben là, ils sont divers. On a vu deux types d'approches, à la fois pas mal de points communs, et puis de grosses différences. Bon, il y a différents types d'approches. Voilà. Mais le but, c'est retrouver une sécurité qui redonne un plaisir à fonctionner. Et à ce moment-là, on va redonner sens à notre histoire éventuellement, comprendre pourquoi c'est un trouble alimentaire, savoir si c'est vraiment la cause ou pas, ce qu'on comprendra, peu importe, si ça nous donne du sens, si ça nous donne un moyen après de le contrôler. Mais le sens, il viendra, à mon avis, qu'après un temps de sécurisation, dont l'élément essentiel, c'est la confiance qu'on fait à quelqu'un. C'est-à-dire que, voilà, tout d'un coup, ça fait que, quoi qu'on en dise, on est rassuré par un certain nombre de soins ou de présences, et à partir de cette confiance, petit à petit, on va regagner du terrain sur la possibilité de mettre des mots sur les émotions, sur ce sentiment de dévalorisation, sur ce vide intérieur qui n'est jamais un vide. Le vide, c'est parce que c'est l'expression du désarroi ou de l'excès de contradiction. Donc, on voit bien donc, quel est si vous voulez, ce but. Il faut répondre en effet à la menace. Et là, on a plusieurs niveaux de réponse, celui du symptôme, celui des liens familiaux, celui de la reprise de possibilité de redevenir acteur de son histoire. Et tant mieux qu'on ait différentes approches. C'est une chance. Plus on aura d'outils, plus il y aura de chances qu'il y en ait un qui marche. Alors en même temps, il ne faut pas faire la collection d'outils. Enfin, il y a toujours aussi un équilibre, parce que la grande tentation, notamment chez les boulimiques, c'est de consommer 15 thérapeutes dans l'année. Voilà, et de dire à un moment donné, il faut se poser, sinon vous vous perdez dans tout ça. C'est vous que vous perdez dans tout ça. Alors il faut se poser et accepter peut-être que, oui, la gueule de quelqu'un ne vous plaît pas, ou il n'est pas ceci, mais restez et exprimez-lui que ça ne va pas. C'est peut-être plus important que de dire, voilà, ceci il me plaît, puis finalement j'en fais rien. Il me rassure, mais il faudrait que je colle à lui ou qu'il me garde là avec moi.